expérience perpétuelle, toute la vie. On peut d'abord manquer de temps, puis après on va manquer de force, puis on va manquer de ci, on va manquer de ça. C'est quelque chose qui nous accompagne, cette expérience. Et donc, parce que je ne voudrais pas prendre le risque de ne pas suffisamment insister tout à l'heure, un des mots sur lequel je mettrai le spot tout à l'heure, c'est celui de la sécurité. Notre aptitude à vivre le manque, comme les autres expériences aussi, dépend vraiment de cette construction, de cette intériorisation de la sécurité dans notre première tranche de vie. Et ce que je redis aussi, ça sera bien sûr une révision, c'est que toutes ces expériences, manquer, perdre, changer, nous renvoient bien sûr, et on ne le dit jamais assez, et merci à Alice Miller de nous le rappeler à toutes les pages, ça nous renvoie à notre toute première expérience d'enfant, de manquer, de perdre, de changer. C'est comment est-ce que nous avons pu traverser ça, ou bien malheureusement quelquefois dans la solitude, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Barbara, soit effectivement en étant dûment accompagné par quelqu'un qui n'aurait pas été dans la toute-puissance ou la séduction de vouloir nous éviter l'expérience de manquer, perdre ou changer, mais qui aurait été dans nous permettre de l'élaborer avec les mots dont nous disposions ou le contact que nous pouvions avoir à notre disposition pour sentir effectivement que manquer, perdre, changer ne sont pas la fin du monde, que ce sont des expériences redoutables, mais que le monde continuera à exister et moi aussi je vais continuer à exister, même si je ne suis pas effectivement dans ce fantasme très culturel et très social de fantasme d'être comblé. Hein, je me souviens de quelqu'un qui disait que ce mot être comblé, c'était obscène. Ça disait quelque chose effectivement qui n'a pas à voir avec la réalité et le principe de réalité, serait à voir avec une sorte de fantasme bien sûr alimenté par les grandes surfaces, les magasins, la façon de parler de l'argent, du pouvoir, etc. Donc on est aussi là, et c'est un des points de révision, continuellement en train de naviguer entre séduction du contrôle, que ce soit les placards ou autre chose, et évidemment élaboration de la confiance. La confiance, c'est ce qui va nous permettre de ne pas toujours avoir à disposition, peut-être de manquer de certaines choses, bon, et pas d'autres. Et cette expérience de manquer, comme les autres, mais celle-là en particulier, j'insiste là-dessus, elle est vraiment très individuelle, personnelle. Personne ne peut effectivement supposer que les autres manquent comme lui, les autres font cette expérience. Donc c'est vraiment quelque chose qui renvoie à une intimité, bien sûr, alors une intimité qui va dépendre de notre histoire, mais comme ça a été dit aussi tout à l'heure en introduction, qui va dépendre de notre bagage transgénérationnel. Il est évident que notre appréhension ou notre refus de manquer peut aussi venir de ce qui a été hérité par nous, d'abord de ces générations où on n'était pas dans l'abondance, on était dans beaucoup l'économie, l'hiver il fallait se contenter, etc. Donc ça c'est quelque chose de culturel et naturel, mais aussi les générations qui ont suivi les famines et puis les guerres. Il reste quelque chose dont on ne sait pas très bien comment ça passe, mais ça passe d'une génération à l'autre. Hein. Et donc le réflexe d'avoir des placards pleins, je pense que ça vient de ça. Et l'autre réflexe, pas le réflexe d'ailleurs, ce serait un conditionnement, c'est celui de finir son assiette. Ça, c'est vraiment de l'ordre du dressage familial. Et c'est pour ça que nous pouvons concilier le refus de jeter et le respect de l'appétit en apprenant aux enfants très très tôt à se servir eux-mêmes, au lieu de les encombrer et ensuite de les obliger à manger quelque chose qu'ils n'ont pas forcément choisi. Bien sûr qu'au début, ils vont se tromper, ils vont négliger, et je peux toujours donner la consigne, tu pourras reprendre, mais sache que c'est plus facile de reprendre que de laisser sur le bord de l'assiette. Voilà, je suis comme ça. Alors, je reviens à cette chose qui m'a semblé vraiment être au cœur de cette élaboration et de cette réflexion sur manquer. Je l'aborde juste donc dans État de veille, mais c'est vraiment quelque chose qui nous interroge tous sur, au fond, notre résistance. Je parlais de résilience tout à l'heure, qui est le contraire de la résistance à manquer, à vivre cette expérience. Alors, je dis bien qu'il y a plusieurs pistes. Celle que je vais privilégier, c'est celle donc qui est de notre humanité, de notre condition humaine, comme j'aime bien dire avec un petit sourire, qui est celle de devoir toute la vie, effectivement, accepter de manquer, de ne pas tout avoir, d'avoir des limites, des manques, faire des erreurs, etc. Donc, d'être dans autre chose que la plénitude ou la complétude.
Mais, comme le frigo vide, par exemple. Comme le frigo vide, oui. Et comme ce que nous pouvons aussi tester, comme je disais aussi dans l'introduction, lorsque nous voyageons et que nous nous apercevons que nous n'avions pas prévu telle météo, ou pas tel manque, etc., ou pas tel médicament, et que là, nous sommes dans un principe de réalité, avec l'apprentissage, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de la réalité. J'avais anticipé, ou j'avais fait confiance à, etc. Mais ce qui est bien plus comme de l'arsenic dans notre construction, bien sûr, et pour le reste, c'est que au lieu d'être dans une construction respectueuse de notre personnalité, de notre identité et de notre sécurité, nous avons tous été peu ou prou encore objets de dressage. C'est-à-dire que le manque imposé n'était pas juste « non, tu ne boiras pas de coca », ce qui est complètement dans l'ordre de la réalité. « Moi, ta mère, je ne veux pas que tu boives du coca », point à la ligne. Alors que là où le pervers s'introduit dans ce système du manque, c'est de dire « comme tu n'as pas fait ce que je voulais, ou comme tu n'as pas réussi telle chose, ou comme tu m'as désobéi, ou comme tu m'as menti, tu seras privé de coca ». Est-ce que vous voyez bien ça? C'est du chantage, là. Ben, bien sûr que c'est du chantage, oui. mais vous avez l'air étonné. Mais c'est quand même, tu seras privé de télé, tu seras privé de sport, tu seras privé d'inviter tes copains. Enfin, je crois que je ne suis pas dans un délire nouveau. Et donc, ça existe. Et ça nous fait effectivement vivre la privation, vivre le manque, comme quelque chose, effectivement, d'un contrôle de l'autre sur nous. Et ensuite, nous pouvons continuer à projeter sur la vie en général, les éléments, quelque chose d'identique. C'est-à-dire de voir dans la nature, quelque chose qui viendrait nous punir, au lieu de voir juste que la nature nous prive de par son existence. Alors que nos parents nous privaient, évidemment, pour exercer un pouvoir sur nous, pour pouvoir nous contrôler. Est-ce que vous l'entendez bien? Et donc il y a ce mélange entre les deux qui vient nous gripper un peu cet apprentissage de cette expérience du manque. Voilà. Je dirais bien sûr d'autres choses. Et puis ensuite, il y a, j'y reviendrai dans le troisième point, quels sont les modèles que nous avons eus? Comment ça se passait quand nous étions comme trois pommes et que nous observions les adultes autour de nous? Et comment est-ce qu'ils accueillaient le manque, ou la perte aussi, mais pour le moment c'est le manque? Quelle était la légende? Quelles étaient leurs expériences? Est-ce qu'ils mettaient beaucoup de leur temps, de leur puissance, de leur argent pour éviter le manque? Ou est-ce que c'était quelque chose qui venait effectivement comme, dans leur vie comme un élément à vivre, à accepter? Est-ce que nous avions plutôt des adultes dans la toute-puissance, de croire qu'on peut tout acheter par exemple, ou qu'on peut tout obtenir d'une façon ou d'une autre, par la séduction, par l'argent, par la force, etc. etc. Ou, ce qui n'est pas forcément plus salutaire, ou est-ce que nous avions des parents dans l'impuissance, qui étaient dans zéro créativité, ou invention, ou intelligence, ou jugeote, pour effectivement, pas seulement se résigner au manque, mais voir comment ça pouvait être aménagé ou comment ça pouvait être diminué. Voilà, et quels sont ces modèles? Et ça, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est quand même ce qui a été la première empreinte pour ces expériences-là. Les deux autres distinctions, encore une fois une révision, mais pour moi qui trouvent leur place dans cette conférence, c'est quelque chose de très fréquent encore pour moi, c'est notre difficulté à bien distinguer ce qui est de l'ordre du besoin, ce qui est de l'ordre du désir. Si je ne suis pas respectée dans mes besoins, ça peut être de la violence. Si je ne suis pas satisfaite dans mes désirs, ça peut être de la frustration. Est-ce que vous faites bien la différence entre les deux? Oui, vous avez raison. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça que c'est mitoyen de l'autre distinction entre agressivité, je vais priver l'autre de quelque chose pour défendre mon territoire, pour protester comme quelque chose de légitime, et la violence, ça va être croire que je vais assurer ma sécurité en détruisant l'autre, en le privant, lui aussi, de sa légitimité, de son existence, etc. On ne dira jamais assez. Alors, la distinction à faire, ne vous préoccupez pas de la terminologie que j'ai choisie,
ce qui est intéressant, c'est de faire la distinction. Après, vous pouvez utiliser un autre mot. Moi, j'aime bien agressivité biophile du côté effectivement de ce qui est légitime et violence du côté de ce qui est une sorte de volonté de contrôler l'autre avec encore une fois l'illusion que si je le détruis, j'assure ma sécurité. Donc, pourquoi ce mot manquer à l'infinitif? Parce que au-delà de tout le contexte social, familial, culturel, etc., c'est vraiment encore revenir à cette acceptation que nous avons tous une part manquante. Et j'aime beaucoup cette phrase, que ça dit quelque chose que nous avons à accepter sans continuer à imaginer un déni possible là-dessus. Nous avons tous effectivement une part manquante, comme nous aurons aussi, et ça on va la voir plutôt pour la perdre et pour faire des deuils, nous avons aussi ces petits bouts d'âme chiffons, ces épines dans le cœur, ces blessures comme ça, qui vont rester comme des traces en nous et qui vont de pair avec cette part manquante. C'est-à-dire quelque chose qui ne va jamais être restauré comme nous en avons l'illusion, comme si nous avions la possibilité de faire rewind et de revenir en arrière. Non, ça c'est pas possible. Nous avons ensuite à être dans des aménagements perpétuels pour rester en mouvement, pas pour retrouver une intégrité initiale, évidemment. Mais ça fait toujours du bien de le réentendre pour éviter de se perdre dans ce déni et cette illusion de restauration. J'y reviendrai tout à l'heure quand je vais parler de la résilience. Donc, je reprends bien mes 4 parties, hein, expérience, nécessité, peur et désir, j'ai mis avec un point d'interrogation, parce qu'on peut vraiment dire j'ai le désir de manquer, mais plutôt pour un bénéfice que j'assume et que j'accepte, je fais donc le choix de m'imposer un manque. Et ça, j'y reviendrai aussi avec d'autres exemples. Et je trouvais que c'était intéressant parce que ce sont des choix que nous pourrons faire et nous souhaitons le faire. Mais j'aime bien aussi accueillir ce que ça me fait à moi, de voir d'autres personnes s'imposer ces choix de frustration, mais aussi de privation, alors que je ne suis pas nourrie par le sens que ces personnes donnent à ça. Par exemple, le sport. Je me souviens toujours de cette phrase, quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire, qui disait « Moi, mon souhait, c'est d'avoir un corps de sportif sans faire de sport. » C'est comme on voudrait aussi avoir comme ça le résultat, sans passer par ce que ça suppose, évidemment, de discipline, de volonté, et de privation, et de manque. Ce serait tellement bien, évidemment, de pouvoir continuer à être dans le déni pour le sucre, le tabac, et toutes les autres formes de dépendance. Bien sûr, dépendance, j'y reviens également. Voilà, mais c'est vrai que ça me fait beaucoup d'effets, mais ça peut être aussi, pas seulement du côté du sport ou de l'art, etc., mais j'aime bien revenir à ça, c'est que probablement si nous savions, soit avant de commencer à écrire un livre, soit de préparer une thèse, et là, ce dont ça allait être assorti de privation, de manque, etc., peut-être qu'on renoncerait. Bon, hein. Certainement, j'ai une très chère amie donc, qui a 60 ans et qui a passé 3 ans donc, à écrire sa thèse. Et chaque fois, elle me disait, mais qu'est-ce que j'ai été faire alors qu'elle avait ses petits-enfants et elle disait, j'aimerais tellement les emmener au jardin. Et non, il fallait qu'elle continue cette thèse qui était en plus un thème vraiment du côté du tragique plutôt que du fun. Voilà, donc oui, nos engagements, nos choix de vie, et toutes ces choses supposent, évidemment, enfin tout de suite après, de reconnaître que nous avons fait de la même façon le choix de manquer, le choix de ne pas, le choix de ne plus, etc. etc. Quand je parle donc d'expérience, là, ça me permet bien sûr de bien redire, je parle d'expérience, je ne parle pas de l'objet du manque. L'objet du manque, je vais en reparler à propos des peurs, hein, tout à l'heure. Mais pour le moment, c'est qu'est-ce qui se passe quand soit je suis privée par le principe de réalité, comme je l'appelle, soit privée par les choix que j'ai faits, privée par quelqu'un, privée par la loi commune qui ne me permet pas d'être sans limite et comme je voudrais l'être, quand je suis privée aussi par les impôts, par ci, par ça, voilà, comment est-ce que je le vis? Est-ce que je le vis comme une injustice? Est-ce que je le vis comme un abus de pouvoir? Est-ce que je le vis comme quelque chose de juste? Voilà.
qu'est-ce qui se passe pour moi émotionnellement quand je me trouve privée de quelque chose. Ou quand j'ai pris le risque d'une imprudence et que j'ai une amende. Comment est-ce que je vis cette amende? Comme une contrepartie, enfin ça va me priver donc de 50 ou 100 euros. Est-ce que ce manque-là, qui va être comme ça créé, et comment est-ce que je le vis? Comme une façon de m'acquitter, comme quelque chose de juste, comme quelque chose d'injuste, comme quelque chose d'abusif. Voilà, ce sont tous ces mots que je nous invite à reconnaître. Ou quand la nature et l'âge font que je vais aussi être moins souple ou bien avoir besoin de prothèses comme des lunettes, etc. Comment est-ce que je le vis, tout ça? Quand je manque à ce moment-là de tous mes atouts de ma jeunesse enfuis. Voilà. Donc, c'est là que, bien sûr, je réintroduis toutes ces blessures que nous avons abordées depuis le mois de septembre, hein, la jalousie, l'envie, la dépression, la punition, enfin toutes ces choses sur lesquelles j'ai organisé donc, ce cycle, hein, toutes ces blessures. Quand je dis blessures, vous voyez bien que ça touche quelque chose de l'intime, mais de l'identité aussi, de nos croyances, de tout notre cadre de référence, qui se trouve vraiment soit sans dessus-dessous, soit cabossé, soit gagné par quelque chose d'un absurde qui viendrait effectivement nous troubler beaucoup. Mais blessure et trouble, hein, c'est qu'est-ce qui se passe quand je manque, voilà. Et bien sûr, à ce moment-là, c'est pour ça que je suis moins curieuse des objets de ces manques que des émotions, hein, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que c'est plutôt la peur, la colère, le chagrin, la honte, la culpabilité? C'est qu'est-ce qui se passe en moi? Étant bien dit, érudit, que ce n'est semblable, enfin, pareil pour personne. Voilà, c'est mon histoire, mon enfance qui se rejoue chaque fois qu'il y a une expérience de manque, comme on peut le voir, une expérience de perte ou de changement. Et je peux avoir une expertise différente pour chacun de ces trois verbes. Qu'est-ce que je peux dire encore sur ces expériences? Est-ce que ça change quand on est enfant unique ou, bien sûr, ça c'est tout le contexte, bien sûr, bien sûr. Je pensais en fait aux enjeux de rétribution. Oui, rétribution, oui, très juste. Oui. Qu'est-ce qu'on en... Voilà, oui. On valorise le choix qu'on donne. Et quand... je vais en parler plus tard, mais là aussi, il y a le deuil du dû. C'est que quand vous parlez de rétribution, c'est si elle n'est pas donnée, qu'est-ce que je considère aussi? Est-ce que j'ai reçu en réciprocité quelque chose d'équivalent? Et aussi la rétribution dans le sens oui. où moi, quel est le prix que je vais payer pour là, l'estime que j'ai de ce prix. Donc ça, c'est à la fois rétribution et prix à payer, ce qui n'est pas la même chose. Ouais. Mais bien sûr, le concept de prix à payer, il file tout le long, comme le conseil aussi du deuil du dû. C'est ça. Si je n'ai pas pu traverser cet apprentissage, cette épreuve du deuil du dû, à ce moment-là, je vais avoir du mal à vivre le manque. Parce que je considère que la vie me doit, que les autres me doivent, que l'État me doit, que mon mari me doit, puisque c'est mon mari. Oui. Et notre culture est vraiment dans la dynamique, au contraire, d'un déni de cette responsabilité d'accepter le manque, comme faisant partie de notre condition. Alors, ce que j'aurais pu dire aussi, c'est cette expérience, je peux l'introduire ici, c'est celle aussi du vide, du Parlement. Le vide, le blanc, le silence. J'avais marqué aussi, c'est ce qui va nous mettre en quête, hein, c'est le doute, l'absence, la solitude. Là, on est dans l'expérience. L'expérience de la solitude me semble être un bon échantillon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ça peut être générateur de beaucoup d'angoisse. Il n'y a pas la solitude là que je choisis pour être tranquille, mais cette solitude qui rend effectivement la douleur potentiellement destructrice. La douleur reste douleur, donc désagréable, s'il y a quelqu'un à côté de moi, d'une façon ou d'une autre, symbolique ou physique, etc. Elle est bien sûr douleur, mais cette douleur, ce trauma, vont devenir immédiatement, potentiellement destructeurs si je les vis dans la solitude. Petite révision aussi, mais importante.
Pensez bien aussi au silence. Au silence dont nous avons été quelquefois pollués, auquel nous avons été soumis enfants, sous des prétextes multiples. On était trop petits, on ne pouvait pas comprendre, etc. Et que les choses n'ont pas été légendées. C'est cette légende dont nous avons besoin. De ne pas savoir ce qui va faire le terreau pour les secrets, pour les non-dits, pour ces troubles, pour nos projections. Et donc, en plus, aussi une petite parenthèse, ce silence va être aussi comme une sorte d'écran qui va nous inviter à projeter de la culpabilité. Plutôt que de ne pas savoir pourquoi mes parents font ça, c'est tellement angoissant de ne pas comprendre, de ne pas savoir, que je vais imaginer dans ma tête qu'ils sont, entre guillemets, méchants avec moi parce que je ne suis pas la bonne personne, parce que j'ai une mauvaise note, parce que je fais encore pipi au lit, parce que je ne me suis pas coiffée, parce que j'ai fait des tâches. Oui, ça, c'est aussi important. Alors que s'il y avait une légende, je pourrais me réapproprier ce qui m'appartient et laisser aux autres ce qui leur appartient. Alors que là, je veux donner du sens à ce qui se passe. Et que ce silence, ce non-sens, cette absurdité sont tellement insupportables que je préfère encore cultiver la culpabilité et prendre tout sur moi. Si mes parents se séparent, c'est parce que je fais pipi au lit. Voilà. Je dis bien involontairement quelque chose qui n'a aucun lien, mais parce que l'enfant va faire ses liens. Ça le sauve de l'absurdité de ce qu'il vit. Donc, quand je parle de cette expérience, quelquefois ça peut être un jeu, c'est ce qu'on va revoir en 4e classe dans le choix, un jeu. Ça peut être bien sûr une nécessité, on va le voir dans le 2e point, et ça peut être une option, et à ce moment-là, autre révision, il est important que cette option soit assortie de la double permission. C'est je peux manquer et je peux ne pas manquer. C'est ça qui nous rend cette liberté. Et c'est ça qui va effectivement donner du sens à mon ma 4e lecture, le choix de manquer. Je peux choisir de manquer d'argent pour avoir une profession qui m'intéresse davantage. Je peux choisir, vous voyez, plein de choses comme ça. Je peux choisir de faire un voyage plus long en bus pour ne pas manquer d'argent, ou je peux choisir de prendre le TGV et à ce moment-là j'accepte le manque. Vous voyez, toutes ces choses de banales et quotidiennes, mais qui nous permettent déjà de voir effectivement la place de la responsabilité des choix que je fais pour tout, le temps, l'argent, les amis, etc. Et encore une fois, cette double permission qui nous rend libre. Voilà pour ces expériences. Et Aliette, oui, souvent quand il y a une ambivalence un peu qui peut résulter d'un choix, c'est qu'on n'a pas assumé justement c'est ça. Ou qu'on n'a pas été jusqu'à anticiper ce qui va se passer dans toutes les options. L'option A, l'option B, l'option C. Et donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui sera, je vais le dire à ma façon, qui sera plutôt mentalisé et choisi à partir de sa tête, au lieu d'être choisi à partir de ses tripes. C'est vraiment ça, c'est ce que je veux, et j'en assume effectivement d'en faire le choix et d'être ensuite donc dans la nécessité d'en payer le prix ou d'avoir cette rétribution. Est-ce que c'est clair ça, l'expérience du manque, dont nous ne pourrons pas faire l'économie, mais ça je vais y revenir. Je passe ensuite à besoin ou nécessité. C'est ce que je disais, pour éviter de rester un gros bébé joufflu, genre bébé cadom des années 50, il faut que j'accepte effectivement la séparation, le manque quelquefois d'aide, je vais me débrouiller seule, et c'est ce manque qui va me pousser en avant, c'est ce manque qui va me donner envie d'apprendre et de faire, comme on dit à 2 ans, moi tout seul. Mais si effectivement je suis entourée d'adultes surprotecteurs, il y a quelque chose qui va être évité. Parce que je vais trouver assez rapidement, comme Pépé Mémé, que c'est plus facile effectivement qu'on fasse à ma place et qu'on me priverait comme ça de l'aventure de la vie qui consiste effectivement à faire des expériences, à se tromper, à tomber, d'abord quand je suis debout pour la première fois, ensuite du vélo, etc. etc. Donc c'est, oui, j'ai besoin de manquer pour être en mouvement, pour être en route, pour être dans la construction de l'aventure de ma vie. Et c'est là qu'il y a le poison de toutes nos croyances. Elles sont multiples, des croyances que nous pourrions faire l'économie de cette nécessité de manquer de traverser toutes les expériences de la vie. Et donc, je crois que je citais déjà tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres, et c'est celles qui, enfin, ce sont ces croyances qui me font bien distinguer quelque chose
du projet ou du scénario d'être dans l'idéal, dans la perfection ou dans la sainteté, hein, qui sont trois registres. Il faut que je publie ça prochainement, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, donc quels sont les dénis assortis de ces trois idéaux, enfin de ces trois scénarios plutôt. Est-ce que j'ai encore la croyance et l'impératif et l'injonction, enfin les injonctions qui vont avec, d'être dans l'idéal, d'être une enfant parfaite, non pas parfaite, idéale. Est-ce que j'ai l'obligation d'être parfaite ou est-ce que j'ai l'obligation d'être une sainte? J'y reviens pas, mais chaque fois, il y a un manque que je veux éviter et un manque que je m'impose. Mais ce n'est pas du même tonneau, hein, c'est ça. Ce ne sont pas les mêmes critères. Bon. Rappelez-moi de publier ça. Et puis les trois, aussi les deuils impératifs, là, ce sont ceux que j'ai déjà énoncés. Et, où est-ce que j'en suis dans le deuil? Ça commence à dire moi, de ma toute-puissance. Est-ce que je pense que je peux encore arriver à développer des ressources de séduction qui vont me permettre d'obtenir tout ce que je veux et de contrôler? Que je distingue à ce moment-là de maîtriser. Maîtriser serait légitime, contrôler évidemment est un début d'abus. Donc la toute-puissance, l'immortalité. Dans certains de nos comportements, je peux, moi, imaginer à tort ou à raison, mais ça c'est pas le sujet, qu'il y a encore une illusion d'immortalité. Ce que je dis à ma façon, vous savez, c'est quand on lit certains magazines, c'est qu'on n'a pas vraiment encore conscience de sa mortalité, parce que sinon on ferait des choses qui me sembleraient à moi, et je vois bien que je ne parle que de moi et de ma sensibilité, on ferait d'autres choses que de lire des magazines. Je ne citerai aucun. Voilà. Et le troisième deuil à faire, c'est celui dont j'aime bien dire, parce qu'il correspond à un certain type de personnalité, de se croire irrésistible. Ce qui n'est pas la même chose non plus que tout puissant, etc. De penser que le monde m'appartient et qu'il suffit que je demande pour avoir ce droit-là, être irrésistible. Alors, dans ce cas, j'aime bien revenir aussi à du bien concret, qui est ce que j'appelle les lieux de ce manque. Alors, je commençais, ça peut nous parler aussi, soit pour l'avoir vécu, soit pour l'avoir observé, c'est le berceau. De quoi est-ce que j'ai pu manquer dans mon berceau? Est-ce que chaque fois que je demandais à être prise en considération, est-ce que quelqu'un venait et me signifiait qu'il y avait des adultes pour moi, ou est-ce que j'aurais passé des heures, des nuits à pleurer dans mon berceau? C'est quand même, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est ça qui va être l'empreinte en nous, et que la peur de manquer, la peur de la solitude peuvent tout à fait être liées à cet abandon-là dans mon berceau, sous prétexte que le pédiatre avait dit « Madame, vous êtes fatiguée, mettez des boules qui laissent et mettez le bébé au fond du couloir, au bout du couloir. » Mais est-ce que vous voyez que ce berceau, c'est le lieu des pires solitudes, des pires manques? Il n'y a personne pour moi. Je suis au monde et il n'y a personne pour moi. Qu'est-ce qui se joue dans la surprotection dans le berceau? Si au contraire, enfin, à la fraction de seconde même, quelqu'un... Etc. Mais merci d'avoir énoncé ça aussi. Donc, il y a bien le berceau, je disais. Ça peut être la poussette, comme je l'ai écrit dans ma chronique. La poussette peut être un lieu aussi de grande solitude. Et plus ça va avec oui. le dos et voilà. la capote. La capote et tout. Bon, enfin, j'ai déjà écrit cette chronique sur tout le mal que je pense. La chronique s'appelle un tramway nommé Maman. Vous voyez le faire. Bien sûr, les prisons, je reparlerai à propos bien sûr de mon exemple éternel de toutes ces personnes qui ont traversé cette épreuve d'extrême solitude et d'extrême manque de liens, de relations, enfin plein d'autres choses, et Michel Beaujour, et qui pour moi est une illustration de ce que je dirais tout à l'heure sur la résilience, et comment avoir traversé ça. Voilà. Et toutes ces personnes qui vivent en des temps âgés, dans des lieux inaccessibles, qui sont dans le manque du minimum syndical, de relations, de babillage, de conversation, et ce minimum-là. Mais ces personnes-là, c'est eux qui ont choisi d'aller vivre là, et ils sont bien d'être censés Non, je ne parle pas de ça. Je parle pas de ça. Ceux-là, bon, ils sont dans un manque choisi dont on parlera tout à l'heure, et pourquoi pas. Moi, je parle de ceux qui subissent cette solitude, ce manque, ce silence, et qui en sont, et pourquoi pas, à avoir un chat, des plantes, la radio et la télévision. Bon, tout le mal que je pense de la télé, évidemment, est un tout petit peu atténué par l'usage qu'on peut en faire quand on est absolument perdu
Et mieux vaut encore voir quelques sottises là que dépérir. Voilà, dépérir seul. Je pense qu'un lieu de grand manque, c'est la vieillesse, mais ce sont aussi les écoles. Les écoles peuvent être aussi une expérience redoutable, voilà, de manque. Manque de liberté de bouger, de poser des questions, toutes ces choses qui sont de l'ordre de la vie. De rire, oui. Bien sûr, il y a aussi l'hôpital, il y a les établissements pour les personnes âgées, toutes ces choses qui sont des lieux de manque. C'est bon pour ça? Donc, genre frustration et deuil, tous les deuils que je dois faire pour ouvrir ma vie à cette réalité-là. Les trois, manquer, perdre et échanger. Alors, je passe à ma troisième logique, mon troisième regard, et c'est là que je parle de peur. D'ailleurs, là, je ne l'ai pas mis avec mon S entre parenthèses, la peur de manquer et les peurs de manquer, qui ne relèvent pas de la même réalité à vivre. Donc, c'est pour ça que je disais au début que j'avais hésité à mettre S, d'où mon choix de parler de manquer. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de prendre quelques minutes, on pourrait y passer la nuit, mais grâce aussi à vos exemples, à vos témoignages, c'est quelles sont pour chacun de nous la pire peur de manquer. De manquer de quoi? Parce que là, autant je n'ai pas envie de parler des objets pour les deux premiers, là, de quoi avons-nous peur respectivement de manquer? Par exemple, je peux déjà témoigner de manquer de temps pour moi. Bon. Et donc, c'est là que Jean-Louis Servan-Schreiber nous invite bien, chaque fois que nous parlons de ce manque, à remplacer le mot, par exemple, de temps pour moi, par de vie. Chaque fois, ça peut être traduit par quelque chose qui nous engage dans la vie. Donc, quels sont les mots qui vous viennent? Nourriture. Nourriture. Attachement. Attachement. Amour. Amour. On peut manquer de quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Manquer d'argent. D'argent, de reconnaissance aussi, d'appartenance, Reconnaissance. de reconnaissance, de relation, D'être avec. être avec, Oui. D'espace. d'espace, Ce serait mon père. espace aussi, De chaleur. de chaleur. Est-ce que vous voyez bien combien on se rapproche de quelque chose, bien sûr de notre expérience personnelle, mais aussi des besoins. Là, on parle des besoins. C'est sur ceux qui émergent le plus rapidement. Après, bien sûr, on peut avoir peur de manquer de choses qui sont peut-être secondaires, mais ce qui nous vient en priorité, c'est quelque chose d'expression, donc toujours lié à l'archaïque de notre histoire, de manquer de la prise en considération de nos besoins. Espace, temps, relation, parole, parole aussi. D'énergie. D'énergie. Je sais que j'aurais peur de manquer d'intelligence. Oui, de jugeote, c'était le mot que j'allais dire. De jugeote, de de réflexion, de discernement, De mémoire. discernement, de mémoire, oui, D'attention. d'attention, d'instinct pour savoir reconnaître ce qui serait bon ou pas bon, ou les personnes qui sont bonnes pour moi ou pas. Parce que je vais revoir à De propos de la résilience. créativité, d'idées Créative, originales. oui. d'intuition. D'intuition, oui. Intuition. J'ai instinct, mais c'est intuition. Ouais. Qu'est-ce qui vous vient encore comme mot? Liberté de penser. Liberté De penser. de penser. Ah oui, oui, oui. De silence. Oui, de silence. Manquer d'issue. D'issue. D'espace. Ah oui, d'espace, oui, d'air. D'air, d'air. D'audace. D'audace. De désir. De désir, évidemment, oui. De toucher. De toucher. De goût. De mouvement. D'échange d'énergie. D'échange d'énergie. De lumière. De santé. De voir. De goût aussi. Oui, de goût. Oui. D'intimité. De tendresse. De tendresse, oui, de tendresse. De danse. Oui, de mouvement, donc, oui. De plaisir, de joie. De permanence aussi. De rire. De rire. Pas d'occasion. De tranquillité. Oui, de tranquillité. De sécurité. De sécurité, de respect. Ah oui. De respect de moi dans ma liberté aussi à penser ou à faire. De paix aussi. De De paix. De paix. Sans harmonie. Oui, sans harmonie. De réponses adaptées. Oui. Mais moi, je pourrais dire aussi de conflit.
C'est des expériences. De confiance. Ah oui, ah oui. Si nous avions fait plus de place pour le conflit, on ne serait pas arrivé à autant de violence, par exemple. Même on voit ce qui se passe en politique, c'est exactement ça. De cohérence. De cohérence. De propreté. De propreté, oui. Avec l'hygiène et tout ça, oui, oui, oui. Ah oui. D'espace et de liberté. De considération. De considération. D'échange. D'échange. Vous voyez combien ça nous parle chacun avec bon, des organisations différentes, des priorités différentes. Et ce qui serait intéressant si on était en train de faire un atelier, ce serait chacun de faire sa pyramide. Qu'est-ce qu'il met au plus haut? Qu'est-ce qui vient en priorité? Bien sûr, les autres sont importants, mais si je devais choisir effectivement le nom d'un manque que je ne suis pas prête à supporter facilement, quel serait-il? Enfin, surtout, vous avez dit aussi nourriture, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui les renvoie à des expériences de grande privation, et pour d'autres, moins. Donc, ça sera aussi en lien avec ma 4e lecture, qui est de jeûner. Tout le monde n'est pas équipé pour vivre bien un jeûne. Il y a des gens pour qui c'est trop angoissant, pour d'autres c'est facile. Je me souviens d'une histoire d'otage, où c'était des parents qui avaient été pris en otage avec des enfants, et j'ai encore une émotion de penser à ces parents, parce que c'est très chaud, et ces enfants étaient privés de boire. Et je me souviens de ce que j'avais pu imaginer et projeter de mon angoisse si je n'avais pas pu donner à boire à mes enfants, mais ça m'avait vraiment empêché de dormir. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut supporter de voir ces enfants se déshydrater? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, hein, il y a quelques années. On a aussi manqué d'un sens. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, merci. Manquer de beauté. Oui. De modèle. De modèle. D'aventure. D'aventure, j'ai entendu. De mesure. De permission. De permission. De confiance. De confiance. De cadre. Oui. Mais c'est d'être dans mon axe, d'être connecté. Oui. Et moi, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur la capacité à maîtriser ma vie. Dans ce que je pense, ce que je fais, ce que je choisis. Je pensais à l'opposé des États totalitaires. Il y a tous les handicapés aussi. Oui, c'est ça. Manqués d'un bras, d'une jambe. Personnes amputées, handicapées. Moi, j'aurais peur d'être fondue dans la masse. Quelque chose d'anonymisé, de manquer d'individualité. Moi, c'est d'être oublié. Ah oui. Ça, c'est la peur. Peur. D'émotion. Ah oui. Ce qui se passe dans la dépression. De plus avoir accès à ces émotions. Oui. Oui. Manquer de reconnaissance. Oui. Peur de déranger. Donc peur de manquer, d'être bien accueilli, même si je dérange. C'est ça. On se retrouve avec ce qu'on disait sur le perso. Alors, merci pour tous vos exemples. Et donc là, bien que c'est là que je place le plus grand danger du déni. Même pas mal, même pas faim, même pas si. Et je donne comme exemple quelque chose que j'ai vécu, c'est que quand j'habitais avec ma famille, donc en tant que petite fille à Grenoble, nous allions régulièrement faire du ski. Et donc dans les montagnes, le papa qui conduit la voiture n'a pas du tout envie de s'arrêter pour les appels de la nature. Et donc je me souviens du courroux de mon père, sauf pour ma petite sœur, mais pour moi. Et donc j'ai pris très très tôt l'habitude de ne pas boire, et à force de ne pas boire, à ne pas sentir de soif. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas soif, je ne sens pas. J'ai fait disparaître cette sensation, et il faut que je réfléchisse. Quelquefois, je sens quelque chose, est-ce que j'ai faim? Non, ah non, j'ai soif. Vous voyez, ça demande un effort vraiment d'enquête. Hein, c'est juste pour dire que j'ai été jusqu'au déni de cette sensation pour pouvoir m'adapter à mon père. Avec sa volonté de ne pas s'arrêter dans les virages, je comprends, et peut-être aussi parfois de battre un record avec ses potes. Mais je ne le ferai jamais. Voilà. Donc, il y a le risque du déni, ce que nous faisons beaucoup, le risque aussi de cacher les choses. Faire comme si ça n'existait pas. Je pense aussi à nos handicaps, à nos limites, de vouloir les cacher, donc pour éviter d'être vu dans ce manque. Et puis, c'est aussi ce que les analystes transactionnels appellent les raquettes. Le racket, c'est exprimer
une émotion, une émotion qui ne serait pas tolérée par autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre le manque, nous allons exprimer autre chose, et notamment, un des principaux registres des raquettes, ce sont les dépendances. Plutôt que de sentir le manque d'amour, je vais effectivement utiliser quelque chose à l'extérieur de moi qui va me servir de source de vibration. Donc toutes les dépendances, le chocolat et tout le reste, le tricot, la télé, le travail, la sexualité, tout peut être utilisé là pour éviter de sentir le manque essentiel, le manque archaïque. Très tôt, nous avons pu effectivement être dans cet évitement de l'expérience en compensant, en remplaçant, en bidouillant. Voilà. Et donc, évidemment, nous savons, c'est assez facile à voir, que notre dépendance au sucre, une des raisons de la dépendance au sucre, il y en a plusieurs, ça pourrait être simplement d'avoir été nourri alors que nous appelions maman, et que maman était toute perdue et démunie parce qu'elle ne savait pas. Elle avait bien sûr regardé si j'étais au sec, et bon, si j'avais besoin de changer la couche, etc. Mais dans le pire des cas, c'était quand même ce qui la faisait se sentir une bonne mère que de me proposer quelque chose, donc un biberon et puis ensuite quelque chose d'autre. Donc, vous voyez, la connexion. La première fois, je ne suis pas dupe, quel que soit mon âge. Je me dis, vraiment, bon, c'est pas ça, je voulais être contre elle, blottie, sentir son odeur et qu'elle me chante une chanson douce. Et puis, au bout d'un moment, je suis dupe. Et évidemment, quand je vais être angoissée en manque de relation, je vais effectivement compenser avec un petit carré de chocolat, puis ensuite ça peut être aussi un peu d'alcool, et puis ça peut être ci, et puis ça peut être ça. Hein. Donc voyons que toutes ces dépendances, je le redis, c'est une petite révision aussi à propos de tout le cycle, sont toujours un signe d'intelligence mobilisée pour supporter le manque. Tout ce que nous avons comme névrose, comme dépendance, ce sont des choses qui peuvent nous peser aujourd'hui. Je ne suis pas dans le déni de ça, mais c'est d'abord un choix inconscient bien sûr pour supporter de vivre l'expérience du manque. Oui. Et ça marche aussi pour se mettre en dépendance vis-à-vis de quelqu'un? Bien sûr. Parce bien que sûr. Là c'était les objets. Hein, bien sûr, mais tout. Voilà. Mais ça peut être marche aussi dépendance à des croyances, à des illusions, à des pensées, à des principes, à des valeurs. Tout peut être utilisé. Et bien sûr que choisir plutôt d'être en dépendance à quelqu'un nous fait éviter tout l'enjeu de l'attachement ou de l'amour. C'est-à-dire que dans l'amour et l'attachement, la personne, elle est élue. Dans la dépendance, elle est interchangeable. Enfin, il y a plein d'autres choses qui vont dire la distinction, mais c'est surtout ça. C'est-à-dire que dans l'attachement, j'ai une réciprocité. Alors que dans la dépendance à quelqu'un, je lui demande de pourvoir quelque chose pour moi, mais il n'y a pas forcément de réciprocité, ou je peux faire l'inverse. Moi, je serai chargée de lui procurer ce dont elle a besoin, et sans avoir en retour quelque chose. Celui qui écrit, qui a vraiment écrit très bien sur ce thème, c'était vraiment, je crois que je l'ai lu il y a plus de 30 ans, mais je reste encore émerveillée de tout ce... C'est Albert Memmi, dans un livre qui s'appelle La dépendance, qui doit être épuisé si vous voulez le trouver. Enfin, peut-être qu'il a été réédité, peut-être. Mais sinon, si vous voulez y avoir accès, demandez-moi. C'est écrit comment, M-E-2-M-I, qui est un sociologue, je crois, tunisien. Et bon, il faut entrer dans sa façon d'écrire, sa façon de penser, mais il écrit. Enfin, pour moi, ça a été une révolution quand j'ai trouvé ça. Il y a une chose que je vois avoir mise là, c'est être privé aussi, avoir un manque de moyens pour réaliser. Moyens physiques, pécuniaires, de temps, voilà. Ça aussi, c'est un manque. Oui, aussi, mais même là, ça peut être quelque chose de plus banal, de plus ponctuel. Voilà, si vous avez bien trouvé à ce sujet. Donc, je boucle avec mon quatrième regard, désir avec point d'interrogation et choix. Et donc, bien sûr, le mot là, qui reste un mot neutre, c'est celui d'ascèse. L'ascèse, supposant les deux termes que je disais tout à l'heure, discipline et volonté, et ça suppose d'abord le choix. Donc, ça peut être le silence dans un couvent, ça peut être le silence dans une retraite, ça peut être le silence dans un voyage solo sur les routes de Saint-Jacques ou ailleurs. Vous voyez, toutes ces choses qui ont à voir avec se priver volontairement de quelque chose. Qu'est-ce qui vous manque, Dominique?
De l'air, c'est ça, il me semblait bien. Voilà. De l'air, de l'air. Bah non, et donc on commence par coup. Et ce que vous pouvez faire, c'est non, ou alors on ouvre complètement. Ça fait beaucoup de bien là. Mais coincez ça avec. Voilà. Et Aliette, qu'est-ce qui fait que souvent la discipline, ça coince? Non, 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 non. La discipline, ça coince pas. Ce qui coince, c'est. Alors là, si c'est de faire des efforts. Non, non, non. C'est-à-dire une confiance. Attention à vous aussi, Bénédicte. Je ne voudrais pas que vous soyez. Voilà. C'est encore une révision, la confusion entre objectif et défi. Si c'est mon objectif, ça marche. Si je relève un défi pour prouver à quelqu'un d'autre, oui, ça coince, comme tu dis. En fait, l'expérience que je viens de vivre me fait penser à ces parents qui... Enfin, non, c'est deux choses complètement différentes. En fait, d'avoir vu vos visages, ça m'a fait du bien. Oui. Du coup, Et la compassion. Et voilà, je me suis dit, bah, c'est tellement doux de vous voir comme ça, c'est un cadeau. Et ça fait penser à ces parents... J'ai fait l'expérience là cette semaine d'un enfant qui est tombé en arrière dans sa poussette, je crois, parce que j'avais rien vu. Et les parents, ils étaient en panique, mais là, j'avais vraiment l'impression qu'ils communiquaient la peur. Donc là, j'ai vraiment vu, c'était bon de vous voir. Notre empathie pour toi. Ouais. Mais bon, non, j'ai pas eu mal, mais ça fait résonance. Mais vous, c'est une surprise. Oui. Ça va faire derrière, ça. Oh, vraiment, merci pour vos visites. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai distingué complètement arbitrairement 3 registres. C'est celui d'abord de tout ce qui a à voir avec le corps, le sport, l'entraînement, le jeûne, qui peut être aussi médical, mais toutes ces expériences que je trouve aujourd'hui davantage repérées avec les témoignages de toutes ces personnes qui font ces expériences. Bon, il y a aussi Gérard d'Aboville qui traverse l'Atlantique, c'est marque, là je cale complètement, évidemment, mais je suis quand même intéressée et par cette expérience, où il a quand même failli y rester, et par la lecture que j'ai fait moi, encore une fois où je n'engage que moi, de ce qu'il a bien pu remettre en scène, effectivement comme d'autres navigateurs comme ça, d'une vie intra-utérine ou d'une vie très archaïque. Se lancer dans cette expérience, pour moi, c'est dire remettre en scène quelque chose. Je ne parle pas de lui, je parle de ces expériences-là. Ouais. Donc, tout ce qui a à voir avec, donc, soit objectif, soit défi. Hein, est-ce que je veux prouver que? Est-ce que je veux montrer à que? Est-ce que je veux avoir une taille de guêpe pour que ma copine voit combien je suis vraiment dans une forme éclatante? Ou est-ce que je suis du côté de l'expérience? De jeûner, par exemple. Qu'est-ce qui va justifier que je jeûne? Est-ce que c'est pour me punir? Est-ce que c'est pour grandir d'une façon? Est-ce que c'est pour sentir? Est-ce que c'est pour aussi faire les expériences que les premiers jeûneurs ont pu faire, à savoir une autre façon de penser, une autre façon de vivre, une autre façon de sentir? Voilà. C'est qu'est-ce qui sous-tend ce choix de me priver, de manquer? Quand on parlait des sportifs, je vois pas le rapport avec le manque. C'est quoi le rapport avec le manque? Bah, la 16. Bah, si tu es joqué, non mais plein d'autres choses. Si tu es joqué, bah, c'est la privation volontaire. C'est se priver de nourriture parce qu'il ne faut pas dépasser un certain poids. C'est se priver de dormir parce qu'il faut s'entraîner. C'est se priver d'aller voir des copines et des copains parce qu'il faut continuer à s'entraîner. Non, pas seulement. Non. C'est pour le loisir. Bah, oui, mais c'est quand même assorti de manque. Je vois pas le manque. Ben, si tu décides de nager, d'activité qui suppose des piscines, ça veut dire que tu vas quand même vivre un manque. Moi je le vois comme quelque chose qui me... Mais les deux sont compatibles, sinon on ne le ferait pas. Je vois pas où le manque. Eh ben, la prochaine fois peut-être, si tu y penses. Peut-être jusqu'à présent tu n'y pensais pas. Mais maintenant je t'invite à sortir. Bah, Quand oui. j'y vais pas, je sens le Non. manque. Ah mais c'est autre chose. C'est comme si, voilà, c'est comme si tu distinguais pas le prêt à payer et le choix qu'on peut faire. Aller à la piscine, pour moi, ça veut dire avoir froid. Bon. Je manque du confort de la chaleur dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, je te vois un tout petit peu résister à ce dont je parle ce soir comme une expérience à vivre de manquer. Forcément, c'est manquer.
Je dirais si ça... Oui, tu me tiens au courant. Donc, il y a toutes ces ascèses. Il y a encore une fois les ascèses aussi du côté du spirituel, du religieux et du sportif. C'est multiple là. De l'intellect aussi, de l'exigence que nous posons pour avoir terminé un livre qui nous parle d'un sujet un peu délicat. Enfin, toutes ces choses. C'est-à-dire que pendant que je lis Kierkegaard au hasard, eh ben, je ne regarde pas un magazine. Je manque de ça. Ou je ne regarde pas un feuilleton. Ben, non, mais ça pourrait dans mes fantasmes. Chaque fois que nous faisons un choix, nous devons renoncer à beaucoup d'autres options. Par rapport à l'ensemble de tout ce qui est possible bien sûr. dans l'univers. Oui. Okay. Si tu choisis Jojo Gros-Bras, tu te prives de Rémi, de Lucien, etc. Par exemple, si je choisis d'aller travailler, je vois que tu reviens à quelque chose de plus classique. Tu as raison. Soyons dans la neutralité asexuée. Et donc bien jeune, c'est par exemple pour des raisons de santé ou pas. Ça peut être. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça suppose de m'appuyer non pas sur seulement le moyen. Le jeûner est un moyen. Et ce moyen, je le mets au service de quoi ou de qui? Est-ce que c'est pour prouver? Est-ce que c'est pour expérimenter? Est-ce que c'est... Voilà. Mais surtout, pour obéir, voilà, me soumettre. Là, ça serait un défi. Alors que je peux me dire, là, au mois de septembre, je vais manger que du raisin et je vais voir ce qui se passe. Comme j'aurais pu me dire, ce soir, je peux aller au cinéma ou venir ici. J'espère que tu t'es posé la question. Même pas. Après, oui, mais après, pas plus. Ah, d'accord. D'accord, c'est quand même par défaut. Après votre conférence. Non, tous ces manques, ça peut être de l'ordre de la séparation, du deuil, donc de fantasmes ou de croyances, d'illusions. Ça peut être donc des manques dans le temps, dans l'espace, on l'a vu déjà tout à l'heure, mais là, dans la relation, dans le silence, toutes ces choses-là que j'accepte. De sentir mon ventre gargouiller si je jeûne, voilà. Non, surtout, je vais, si je jeûne, je vais devoir évidemment accepter de rester étanche à tous les conseils ou toutes les autres choses qui vont me dire mais tu sais, moi je connais une amie, après elle a fait une dépression, etc. Voilà. Hein, chaque fois que nous faisons des choix aussi, et qui supposent des manques, il y a toutes les personnes qui n'ont pas traversé ce manque-là qui vont s'inquiéter, avec de la bonne volonté aussi. Hein. Mais à nous de voir comment nous résistons. Mais dans la 16, il n'y a pas une question de discipline? C'est ce que je dis depuis le début, bien sûr, la discipline. Bien sûr. Est-ce que par exemple, bien sûr. Les séjours effectivement de méditation, il y a tout un rituel, c'est équivalent à ce que vous avez à 16? D'accord. Bien sûr, surtout dans des lieux de méditation où on n'a pas le droit de se parler. Oui, c'est pour ça que je parle. Bah oui, le yoga. D'accord. Le yoga aussi, oui, voilà. Ça dure qu'une heure en général. Ça peut durer une semaine, ça dépend. Les retraites, ça va le temps de ça. L'autre, là, le Vipassana. Oui, Vipassana, oui. Pendant 8 jours, on n'a pas le droit de parler. 10 jours. Enfin, il y a des 10 heures, jours, 10 jours, il y a 10 jours. des heures où on peut... En fait, j'avais tenté de soudoyer quelqu'un pour qu'on puisse se retrouver après pour parler tous les deux, mais il n'a pas... Mais j'ai pas dit mon dernier mot, parce que c'est quand même quelque chose. Oh oui, on rester 10 jours comme ça, sans avoir un peu d'intimité avec quelqu'un. Donc, ça, c'est tout ce qu'il y a à voir. Oui, je sais. J'ai mes enfants qui ont vécu ça aussi. Mais tout le monde n'est pas capable de la vivre. Il y a à peu près 15% de personnes qui ne vont pas jusqu'aux 10 jours. Oui, bien sûr. Non, c'est pas beaucoup. Parce que ça peut nous remettre en contact avec cette grande angoisse-là. Bon, comme c'est archi demandé, je sais qu'il faut des listes d'attente. Ce qui est étonnant, c'est que les gens le font. Il suffit de s'inscrire en avant. Non, c'est pas étonnant. Que les gens le font. Non, le fassent. Le fassent. Non. Parce que nous sommes toujours dans ce registre de faire des expériences. Je préfère faire ça plutôt que l'expérience de manger effectivement 12 saucisses pour voir le record. C'est quand même dans le dictionnaire de records, c'est pas toujours intéressant. Alors, quand on je vois, il y en a qui ont des paris. Oui, on peut manger dire plein ça. de litres, j'ai déjà vu. J'ai prévu de le faire l'année dernière, c'est l'année prochaine. L'année dernière. Tu veux dire ce que c'est Vipassana? Parce que c'est quand même... Vipassana, c'est un enseignement méditatif en fait qui à la base a été redéveloppé en Occident par un mec qui s'appelle Goenka. Et en fait pendant 10 jours, en tout cas les premières retraites de méditation, tu dois la faire 10 jours,
en silence, sans regarder les gens, sans toucher. Tu as le droit juste de dormir, de méditer 8 heures à 10 heures par jour, de marcher 1 heure par jour, de te laver, de faire ta lessive et c'est tout. Tu n'as pas de téléphone, non tu manges. On mange végétarien. La première cycle de méditation, tu manges 3 repas et à partir du deuxième cycle, tu manges plus que 2 repas par jour. C'est très timé, voilà, c'est très processé. Moi j'ai fait ça il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et c'était une des plus belles expériences de ma vie, de connexion à moi. Voilà. Après je pense que là ce qui se passe aussi c'est que ça commence à faire le buzz en fait. Et il commence à avoir une sorte de mouvement de mode, à la mode. Et donc tout le monde se dit je vais aller faire ma petite retraite de méditation vipassana même sans jamais avoir médité, voilà. Faut être prêt à accueillir le pire comme le meilleur de ce que tu as à l'intérieur de toi. Un peu comme ce qu'on avait déjà évoqué. Oui, non, mais moi je pensais aussi aux questions d'isolation sensorielle. Ça peut être le meilleur qui était très à la mode dans les années 70, où on est plongé nu dans une baignoire d'eau à 38 degrés dans l'obscurité sans aucun son. Et donc pour certaines personnes c'est nirvana. Oui, tout le corps. La tête aussi. Ah bah non, regardez comme on a. Moi j'ai eu peur. Non, c'est pas le voyage. Non, 38 degrés, mais donc c'est la température du corps. Oui, justement, pour éviter, c'est un caisson d'isolation sensorielle. Donc il y a des personnes qui pourraient rester là 24 heures et d'autres personnes qui au bout de 24 secondes ne peuvent plus supporter cette... On est à la fois dans du manque et aussi de la plénitude, parce qu'on est dans aucun contraste. Le silence, la température... On est dans, moi c'est ce que j'ai vécu, si je le relie au manque, on est dans le manque de contact, de parole, de connexion. Et en même temps, moi j'ai eu tellement mes sens décuplés, c'est-à-dire que je voyais on se balade 1 heure dans la forêt, je voyais des choses dans la forêt que j'aurais jamais vues, parce que ma vue, j'avais l'impression qu'elle était vachement plus précise, ce que je sentais corporellement, donc en fait, il y avait des manques, mais à côté de ça, les manques étaient aussi comblés par d'autres choses qui étaient plus développées. Mais quand tu dis ça, Céline, je m'aperçois que moi, je sens que ça me conviendrait de faire ça seule, alors que de le faire avec un groupe, je vois bien que c'est quelque chose d'antinomique. Je pourrais bien rester comme ça, effectivement, 10 jours, alors ça me conviendrait, mais d'être plutôt dans mon rythme et de ne pas avoir quelque chose de ce cadre qui me semblerait artificiel, au lieu d'être dans mon expérience. Et ça, je me vois bien rester même plus de 10 jours comme ça sans parler. Je pense que c'est pas la même... Non, et non, je disais juste ce qui me semblait être plus respectueux de moi, là. Alors je verrais vraiment quelque chose... Mais encore plus difficile. T'as pas dit les horaires en plus. Peut-être, et peut-être pas. Peut-être pas. Maintenant c'est plutôt, elle a dit 4h30. Ah, je crois que c'était 5h30. L'autre registre, toujours là dans la discipline, c'est ce qu'on appelle donc la décroissance. Aujourd'hui, nous faisons le constat que ce qu'on avait cru était à perpète comme une possibilité de plus, du progrès, de la consommation. Aujourd'hui, on sait bien que c'était une illusion. Et donc, il y a toute cette dynamique qui nous invite sur un plan économique, social, politique, à accepter la décroissance alors que nous avons été à fond dans la croissance. Et tout ce que ça suppose, parce qu'il est très bien aussi traité avec des Cyril Dion, des gens comme ça qui ont écrit, comme Aurélien aussi, tous ces gens qui nous invitent à réfléchir, non pas simplement sur un mode, comme je viens de le dire, individuel, de jeunes, etc., mais sur un mode plus global et sociétal de qu'est-ce que c'est pour nous cette nécessité-là de faire le choix d'être dans la décroissance. C'est comme le gars qui a écrit le livre sur la famille zéro déchet. C'est ça, voilà. Je Et donc j'arrivais déjà à la décroissance et je ne suis pas revenue suffisamment, en 3 minutes, sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur le voyage. Le voyage comme quelque chose aussi d'une rencontre avec soi et d'une façon de tester sa capacité à solliciter ses ressources et à s'adapter aux circonstances. Qu'est-ce que je fais dans un pays que je ne connais pas, dans une nature qui peut s'avérer hostile alors que je la croyais comme sur les cartes postales. Voilà, qu'est-ce que je fais de toute cette capacité-là pour vivre le manque? Et forcément, nous avons vécu ces moments
solitude ou pas d'ailleurs, de nous apercevoir de ce qui se passait, enfin, ou moi je pourrais dire, de plus vulnérable quand je ne suis pas chez moi, quand je n'ai pas la sécurité de me retrouver évidemment dans mon univers et dans ma maison. Quelles sont les choses que je supporte moins bien? Par exemple, si je peux avoir une angine chez moi, bon ça va, mais une angine, quand je suis loin de mes bases, tout à coup, ça prend un côté générateur d'angoisse. Quels sont les manques? Quels sont les manques de quoi? De quoi est-ce que je manque quand je suis loin? D'où effectivement ce que je disais, d'où l'atelier que je referai certainement, c'est voyager 15 jours à l'étranger avec un sac qui n'excède pas 4 kilos, parce que ça nous permet d'aller là, dans cette expérience. Donc c'était effectivement sous-titrer la peur de manquer. J'avais dit cette année? Oui, oui, sûrement, l'année prochaine. Les trois registres, c'est le corps, le spirituel, l'intellectuel, oui, et ce qui est de la décroissance, c'est ça Non, 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 non. Ce que j'avais arbitrairement... Non, j'avais dit tout ce qui avait à voir avec une ascèse de l'ordre de l'individuel, pour des raisons spirituelles, religieuses, tout ça. Ça, c'était le genre de faire des expériences pour, avec, soit relever des défis, soit avoir un objectif médical ou autre. Ensuite, il y a le voyage comme une expérience aussi de manque. Et le troisième, qui était le côté plus social, qui était la décroissance, qui nous invite à retrouver là, pas seulement cette expérience de manque, mais de le faire à plusieurs, de nous mettre d'accord sur ça. Alors c'est ça la grande question. D'accord, on ne veut plus prendre l'avion, mais qui prendra quand même l'avion? Et qui acceptera d'être dans cette place-là? Alors, je reviens aux quelques mots que je voulais mettre sur le spot. Ah, non, j'ai oublié de dire là. Excusez-moi, il y a un mot qui manque. J'ai parlé de raquettes, j'ai pas parlé j'ai parlé de dépendance pour le troisième mois, sur les peurs. Mais il y a aussi toutes les somatisations. Hein, tout ce que notre corps exprime, faute que nous ayons été dans cette capacité à mettre des mots, à élaborer ou à reconnaître tel manque et telle émotion. Toutes les somatisations. De façon de combler avec le travail, avec des lectures, avec l'alimentation, avec le sommeil, hein, tout ce que nous utilisons. Donc, hier, j'avais proposé aussi la créativité, c'est le contraire de manquer, qu'est-ce que c'est? Alors, j'en ai retenu 5, c'était très abondant, qui étaient compenser, collectionner, combler. Qu'est-ce que j'avais marqué de compenser que vous voyez en trouver d'autres, moi je me suis juste amusée à les reconnaître. Moi je retrouve. Quel mot? Reconnaître. Non, c'est ça c'est. Enfin, pour le moment j'étais plutôt dans. Ça s'utilisait par rapport à. Au contraire de manquer. Ah non, voilà. Alors que là j'étais déjà sur. Je sais pas, j'ai marqué. Oui, bien sûr, reconnaître. Est-ce que vous pouvez répéter les compenser, collectionner, combler. Combler. J'avais mis consommer, contrôler, voilà. Après, on va voir ceux qui ne sont pas dans saturés. Avoir, bien sûr. Donc là, il y avait combler, compenser, consommer, collectionner et contrôler. Et ceux qui me semblaient déjà ratisser un peu large. Alors ensuite, dans les autres manques, il y en a bien sûr d'autres. Hein, c'était juste après. Il y a bien sûr dépenser, gagner, thésauriser, partager aussi, économiser. Il y avait tout le jeu autour de avoir et être. C'est être repu, être plein, être comblé. Hein, pour certaines personnes, c'est difficile de sentir un ventre vide, un estomac vide. Donc il serait beaucoup remplir de cette façon. Le mot qui avait été donné hier aussi, c'était le shoot, hein, pour éviter le manque évidemment, parce qu'après on parle du manque. Engorgement, j'avais bien mis ça. Et donc ce que tu dis aussi Natacha, bien sûr, il y a reconnaître le manque, et puis aussi c'est permettre de mieux le supporter grâce à la sécurité dont je parlais déjà tout à l'heure, mais grâce aussi à la construction d'une chose qui nous permet de faire une autre petite révision, qui est la permanence. L'expérience de la permanence nous permet de supporter le manque. Reconnaître, c'était pas très clair, c'était reconnaître
Le contraire de manquer, c'est reconnaître en fait ce qui existe et qui n'est pas forcément Ah à oui. moi. C'était dans le sens reconnaître l'existence. Ah, alors là, le risque, ce serait d'être dans se Peut-être le consoler. défi. Oui, ah, mais, Voilà. complètement. Et donc c'est encore un mot qui peut être ajouté au 5. Ce serait un racket. Oui, c'est sublimer, oui c'est un racket aussi sublimer. Bon, c'est pas grave, parce que les autres, pour les autres c'est pire, ou bien ça passera. Tout ce qu'on a fait avec nous, c'est qu'au lieu d'entendre et de nous accompagner, enfin d'entendre notre expérience du manque et de nous accompagner, on nous a plutôt banalisé, nié, édulcoré, ou quelquefois dramatisé, cette expérience, justifié, moralisé, Et par exemple, comparé. une personne qui aurait peur de manquer de sécurité et en même temps qui aurait du mal à économiser. Enfin, tu vois, il y a une peur Oui. de quelque chose et en même temps derrière, il n'y a pas la discipline. Oui. Tu vois, comment tu... Ben, non, mais c'est qu'elle fait ce choix-là de cette ambivalence ou de cette incohérence. Parce que peut-être que ce dont elle est nourrie, c'est le stress, là, d'être souvent en rouge, par exemple, la banque, et d'arriver en retard. Toutes ces choses apportent aussi un bénéfice qui est celui de la vibration. Et réduire l'antagonisme pourrait faire sentir cette personne un grand manque, qui pourrait trouver des compensations plus embêtantes, plus cher payées. Remplir aussi. Remplir. Par permanence, est-ce que tu peux dire 2-3 mots dessus? Sur La permanence. Oui, la permanence, c'est une cousine germaine de la sécurité, c'est cette expérience que les enfants ont besoin de faire très tôt, c'est-à-dire quelque chose qui est le contraire de la disparition, des changements. Un changement ou des changements trop fréquents peuvent effectivement faire sentir à l'enfant qu'il n'est pas dans cette stabilité. Et pour être un peu plus dans l'illustration, pour moi, j'ai trouvé intéressant de trouver dans cette absence ou ce déficit de permanence la véritable explication du manque d'attention aux enfants à l'école. Si je sais que tout se passe bien à la maison et que quand je vais rentrer, tout sera comme je l'ai quitté, là, je peux mobiliser toute ma belle énergie à apprendre la règle de 3, les verbes irréguliers, tout ça. Mais si c'est un peu chaotique, ou bien cabossé, ou bien source d'angoisse pour moi ou de peur, et bien à l'école, je vais être dans cette crispation avec l'appréhension de rentrer. Et donc à ce moment-là, ma belle énergie d'apprentissage n'est plus mobilisée sur ce que m'apprend la maîtresse. Voilà. Et donc la permanence, ça passe par des choses du corps, ça passe par la présence des mêmes personnes, de la même odeur. Je suis moins attentive à des rythmes. Pour moi, c'est d'abord dans la relation que la permanence se construit. Même si les rythmes ne sont pas équivalents, je ne suis pas très inquiète. Mais c'est quand même cette référence à de la voix, de l'odeur, du corps, toutes ces choses qui ont à voir avec une construction de sécurité physique. C'est mon corps qui dit ça. Oui, parce qu'en fait, en s'agrippant sur quelque chose de stable, on peut nous travailler tout ce qui est... C'est ça. Voilà. Donc, autrement, oui, c'est la stabilité. C'est la stabilité. Oui. Parce qu'autrement, on se remet soi-même constamment en question. Enfin, alors que là, il y a quelque chose qui existe, de façon sûre que je vais retrouver, j'en ai la garantie. Et donc, je peux me permettre ensuite, effectivement, de partir dans l'aventure de la vie. Et de vivre des heures, des désordres, parce qu'il y a cette chose que j'ai vécue à l'extérieur de moi, c'est permanent, que j'ai pu intérioriser. Et ça me sert d'axe. En ce compris le lieu. Alors, pour moi, oui, c'est-à-dire que, j'en parlerai certainement l'année prochaine, un déménagement pour un enfant peut être vraiment quelque chose de traumatisant, selon les circonstances, selon les raisons pour lesquelles on déménage, bien sûr. Mais pour moi, c'est aussi ce qui justifiait tout à l'heure que je parlais de légende. C'est qu'est-ce qui est dit au moment du déménagement et qu'est-ce que j'ai le droit de dire moi aussi. Donc c'est encore cette non-légende qui peut être très angoissante. Donc le lieu est enfin plutôt je vais dire autrement, parce que ça renvoie plutôt à ma conférence sur le deuil. Le lieu sera d'autant plus source de réconfort que les réconforts n'auront pas été d'abord dans les personnes, la relation et tout ça. Donc, quelqu'un qui vit peut-être un manque d'appartenance et d'attachement va se trouver nourri par
sa façon d'être dans l'attachement avec des objets, un lieu, le jardin, un arbre, sa chambre, une odeur, la cave, le grenier. Les animaux qui sont là aussi. Voilà. Donc oui, nous avons à être, non pas dans l'interdit de déménager, mais dans être des précautions pour permettre que ça se passe sans que ce soit une séparation radicale et non légendée. Le doudou, c'est la permanence. Oui, c'est ça, le doudou, effectivement. Oui. Et un mauvais fonctionnement de toute cette croissance ferait que c'est maman qui reste le doudou, au lieu que ce soit la séparation avec maman grâce à un doudou. On voit ça dans certains allaitements aussi. Agnès, Oui. je comprends pas très bien ce que vous entendez par légendé derrière ça. C'est donner du sens. Ah, donner du sens. Voilà, d'accord. c'est mettre des mots, c'est permettre une élaboration, c'est pas se justifier, c'est pas expliquer, rien de tout ça. On ne s'adresse pas à la tête, on s'adresse vraiment à cette instance en nous qui avons besoin que ce soit, que les choses aient du sens. D'accord. Et merci de poser cette question, Marie-Françoise, parce que, comme vous le savez déjà, mais ça c'était plutôt le cycle de l'année dernière, avec parler mais pas trop. Et les enfants peuvent être abrutis de toutes ces explications dont ils n'ont rien à faire, au lieu simplement quelquefois leur disent mais c'est moi qui décide et c'est ce que tu vas faire. Plutôt que de oui mais tu sais, c'est pas bon pour toi. Non. Et donner du sens, c'est dire, c'est ce que j'appelle aussi dans d'autres circonstances, mettre un chapeau. Écoute, pour le moment, c'est moi qui ai la responsabilité de ta santé. Et à ce titre, voilà, c'est ce que je te demande de respecter. Ça, c'est donner du sens. C'est dire, il y a un pilote dans l'avion. Plutôt que parler de protéines ou je sais pas quoi, qui n'a pas beaucoup de sens, c'est dire, voilà, je prends la responsabilité de ce que je te donne pour le dîner et je te demande de respecter ça. Et c'est moi qui ai cette charge-là. Est-ce que vous entendez bien la différence, hein? C'est donner cette sécurité. Il y a quelqu'un pour moi. Il y a quelqu'un pour moi. Maman, là, est en train de prendre au sérieux ce qui se passe. Et même si ça ne me convient pas, parce que j'aurais voulu avoir du coca et des fraises d'explication. Voilà. Pas trop. Pas trop, pas trop. Une fois, et puis voir que c'est ensuite la récurrence des questions sur les explications, ça peut être tout simplement un jeu de pouvoir, parce que pendant que maman m'explique, j'ai du pouvoir sur elle. C'est-à-dire, je crois que tu l'as déjà entendu, je pourrais t'expliquer un autre jour, pour aujourd'hui, c'est non, pas de coca. Et ça donne la permanence. Il y a quelqu'un pour moi. Ça peut être dans les relations de travail aussi. Bien sûr, là je prends les exemples qui me parlent, parce que c'est ce que nous avons vécu enfant. Est-ce que nos parents se justifiaient, ou est-ce que juste ils redisaient, c'est moi qui suis en charge là de la bonne vie. En fait, c'est être dans une posture d'autorité, de responsabilité. De responsabilité. Donc c'est remettre en perspective, enfin, oui. Chacun a sa place. Chacun a sa place, c'est ça. C'est ça. C'est pas expliquer. Ah mais non, non. Mais c'est aussi communiquer quelque chose de l'essentiel. C'est ça. Oui, de la responsabilité de chacun. Oui, positionnement, l'axe, la posture. Donc je disais que j'allais revenir sur le vide, cette expérience qu'on peut appeler néant, mais c'est pas la même chose. Bon, je veux pas. Donc, de quoi est-ce que de quoi est-il question quand on parle de vide? Est-ce que c'est vide dans la tête, vide de la pensée, vide dans le placard, vide dans le frigo? Est-ce que c'est le vide de projet? De décision. Vide de décision. Est-ce que c'est vide dans le cœur? Est-ce que c'est vide dans la relation? Est-ce que ce vide, est-ce que ça renvoie à un espace physique, affectif ou psychologique? Ma vie est vide. Je manque d'amis, je manque de quoi? Il y a le vide aussi par rapport à l'alimentation, mais il y a aussi le vide au moment de la dépression postpartum, après la naissance. Quel est ce vide aussi, après avoir été pendant 9 mois dans quelque chose d'une plénitude Physique, psychologique. Affective. Temporel aussi, ça peut... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ce vide, est-ce qu'il me met en contact avec une attente, ou un désir, ou un projet? Ou bien, est-ce que je vis un vertige, qui est toujours, pour moi, mais je ne vais pas l'expliquer maintenant, le vertige tel qu'il peut être handicapant, a toujours à voir avec un traumatisme vers l'âge de 2 ans. Quelque chose qui a fait perdre justement cette permanence ou cette sécurité, et qui a été une expérience qui a laissé des traces. Ou est-ce que
ce vide peut être associé plutôt à une expérience de noyade. Est-ce qu'on peut parler d'angoisse du vide? Ou d'une panique aussi? Est-ce que ça peut être un traumatisme à un autre moment que de... Oui, bien sûr. Mais ce que j'ai constaté dans ma pratique, c'est que quand on se rapprochait de 2 ans, il y avait vraiment quelque chose de très fort, avec des suées, un vertige particulier. Qu'on peut avoir un malaise, voilà, ne pas aimer être sur une échelle ou sur une route de montagne. Alors que là, je parle de ce vertige qui est vraiment une expérience radicale. Hein, Mais ça peut être aussi un besoin de faire le vide. Ah oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est encore une fois, c'est ce que je vais avoir comme choix. Hein, et notamment avec Vipassana, etc. Je peux faire ce choix. Là, je parle d'un vide qui serait plutôt générateur d'angoisse, de refus. Et comment vous décrivez le vide de soi, enfin, d'être à soi-même? Il n'y a pas de contact à soi-même. Oui, c'est tout à coup... Aux autistes ou... Oui, et quoique, c'est vrai ça. C'est pour moi ce qui serait plutôt l'expérience de ce qu'on appelle les pervers, qui sont dans une telle absence de sensations à l'intérieur et de jardin à eux, qu'ils sont dans la prédation pour compenser, pour prendre chez les autres ce dont il manque. C'est pour ça que dans la relation pervers-proie, les proies, on les reconnaît facilement. Les proies, elles sont toniques, généreuses, avec des idées, etc. Elles sont une source de toute cette substance qui vient évidemment nourrir la personne. Les prédateurs, ceux qui ont besoin comme ça de se nourrir, ils ne vont pas prendre des petites choses rassis, ils vont choisir la brioche, hein, qui sent bon, voilà, la fleur d'oranger, etc. Que ça va être quelque chose de substance. Le trauma vers 2 ans, ça peut être la naissance d'un... Non, je ne crois pas. Alors, si la naissance, s'il n'y a pas eu de légende, oui, mais ce n'est pas une naissance, je ne crois pas à ça. Il peut y avoir une séparation. Donc, si au moment de la naissance, il y a séparation, oui. Mais ce n'est pas la naissance elle-même. Ce sont les conditions de la naissance avec une mère qui, effectivement, n'a pas repéré que l'enfant d'avant, enfin, l'aîné ou les autres enfants de la fratrie, avaient besoin de ce maintien de la permanence. Mais ce n'est pas la naissance, vous entendez bien la distinction que je fais. Parce que sinon, ça serait faire porter un bébé qui a des engagements. Manquer à tous ses devoirs, manquer d'à propos, manquer d'argent, manquer d'assurance, manquer d'audace, manquer de bras, manquer de courage, manquer de délicatesse, manquer de finesse, manquer de main-d'œuvre, un peu comme les bras, manquer de nerfs, manquer de peu, manquer de respect, manquer de sincérité. Oui. Alors, je reviens, pendant le temps qui me reste, c'est parfait, sur le concept de résilience. Parce que je disais qu'il est à géométrie variable. Évidemment, il y a les 2 auteurs majeurs qui sont Serge Tisseron et Boris Cyrulnik, qui en parlent beaucoup, mais il y a eu d'autres personnes, je ne vais pas les nommer maintenant. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de revenir à quelques idées que j'ai pu glaner ici et là, parce que j'avais fait il y a longtemps une conférence sur la résilience, et voilà, je voudrais juste partager ce qui m'a semblé être le plus important pour nous. D'abord, ce que ce n'est pas, c'est la résistance. La résistance, c'est d'abord cette capacité à rester solide, à rester droit, bien campé. Alors que la résilience, c'est tout l'inverse, c'est être dans la capacité de souplesse, d'adaptation, de ruse, pour accompagner le changement. On est plutôt du côté du roseau que du chêne. Mais l'erreur la plus grossière que vous avez certainement déjà entendu relever à propos de la résilience, et je ne la supporte pas, cette erreur que je vois dans... C'est avec une bonne papa. Non, c'est pas ça, ça vient après. Non, c'est bien pire que ça encore. Bien pire. C'est lorsque on associe la résilience au bonheur. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un de résilient, il ne se fait pas le cadeau d'être heureux, il se fait le cadeau d'être vivant. Et ça, vraiment, on le voit. Alors vraiment, ce sont, je pense, des gens qui n'ont pas vraiment reconnu la spécificité de cette dynamique de résilience.
pierre que je pose. Donc, ce n'est pas de la résistance, ce n'est pas le bonheur, ou la recherche du bonheur, ce n'est pas non plus invulnérabilité, insensibilité ou détachement, hein, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas non plus la sublimation. Donc, les 5 dangers, après je vais arrêter à ce que je dis, les 5 dangers que je vois par rapport à la résilience, c'est soit de l'idéaliser comme une sorte de concept magique, soit de l'expliquer. Il n'y a pas d'explication. Et voilà, c'est là qu'on en revient bien. La résilience, elle ne s'explique pas, elle s'observe. Nous pouvons voir des personnes, effectivement, que d'autres auteurs américains, quand j'avais travaillé là-bas, appelaient les enfants incassables. Il y a quelque chose qui se passe, mais je refuse, effectivement, qui seront surtout une autre chercheuse, de vouloir l'expliquer. Troisième erreur, troisième danger, c'est de vouloir l'attribuer, dire cette personne, elle est résiliente, comme quelque chose, dont tu disais, Céleste, de définitif. Non, sûrement pas. Ça peut varier d'une saison à l'autre, d'un moment à l'autre, etc. Elle n'est pas non plus, donc, le danger, c'est la prédiction, hein, l'attribution et la prédiction. Et 5e danger, c'est la récupération politique, c'est-à-dire la façon grâce à ça, d'exercer un contrôle social. Les personnes résilientes. Ça rejoint un peu l'idéalisation. Oui, exact. Mais l'utilisation de l'idéalisation pour avoir un contrôle sur l'autre. L'idéalisation, tu vois, ça commence à se raccrocher à cette petite histoire. Non, non, non. Ça, c'est la légende personnelle. Non, non. L'idéalisation, c'est moi qui serais en train d'idéaliser quelqu'un qui est dans la réalisation. Comme si c'était le nirvana, enfin, quelque chose qui était... Et c'est quoi la différence avec la légende personnelle? La légende personnelle, oui, bien sûr, je vais en parler. La légende, c'est l'histoire que je me raconte, avec bien sûr un mythe fondateur et une idéalisation, mais qui n'a pas à voir avec l'idéalisation de la résilience. C'est l'idéalisation de moi, avec mes petits bras, qui me suis débrouillée pour survivre à mon histoire. Quand vous parlez de récupération politique, est-ce que ce serait être promoteur, par exemple? Oui, ça peut être ça. Mais il y a une différence entre promoteur et résilient aussi. Oui, oui, mais oui, c'est ça. C'est refuser. Mais attendez encore un peu que je... Voilà. La meilleure métaphore, parce qu'il y en a eu d'autres, il y a eu le verbe métallo, pour moi la meilleure métaphore, c'est le tricot. Hein, ça c'est Cyrulnik qui dit ça. Le tricot, mais qui peut aussi se défaire, on peut lâcher une maille, on la récupère, etc. Donc il y a l'idée d'une construction, d'un apprentissage, d'un vrai travail d'élaboration. Les 3 mots-clés que j'avais choisis, c'est bien sûr adaptation permanente, plasticité et souplesse. Mais j'en ai d'autres que je vais rajouter tout à l'heure. Les 2 conditions pour la résilience, là ça m'intéresse parce qu'on n'est pas dans idéaliser, on est dans de quoi les personnes qui sont capables de résilience ont-elles pu bénéficier. D'abord de la permission de cliver. Sans clivage, pas de résilience. Clivage, c'est cliver, c'est faire Scarlett O'Hara, j'y réfléchirai plus tard. Ça, je l'ai vécu autrefois, pour le moment, j'y pense plus, je suis dans le moment présent. Ce sont des personnes qui vont cesser de rapporter tout le temps le passé comme une raison, soit de souffrir, soit de ne pas faire, soit de différer encore et encore. Ce sont des personnes qui ont fait cette cloison entre le passé, qu'elles ne finissent pas de traiter, d'ailleurs il reste beaucoup de blessures comme ça, mais il y a une sorte de choix et de résolution d'investir le moment présent avec effectivement d'autres vertus dont je parlerai tout à l'heure, dont la générosité, la capacité d'altruisme et tout ça. Et donc la deuxième condition vitale, c'est ce qu'on appelle la personne témoin, la personne tiers. Ça, c'est aussi une révision parce que je crois que j'ai parlé de cette personne témoin absolument à toutes les conférences. Et donc la définition, je donne la plus simple, vous en trouverez d'autres évidemment, c'est capacité à surmonter un traumatisme. Sans toujours l'avoir traité, hein, bien sûr. Parce que si ça avait été traité, on parlerait de transformation. Ce serait l'étape après la réparation. Allez, je peux vous demander de qu'est-ce que c'est que la personne témoin? Ah oui, oui, oui. C'est, dans l'idéal, c'est maman quand je suis petite, qui entend, qui me prend dans les bras,
qui me berce, qui se lève la nuit 4 fois. Elle est là pour être témoin de ce qui se passe pour moi. Et ça me permet à ce moment-là de faire de ma vie un récit, même s'il n'y a pas les mots. Je me fais exister parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Et puis au fur et à mesure de je grandis, etc., soit ça sera toujours maman, ça peut être bonne maman, ça peut être ma marraine, ça peut être la maîtresse d'école. Et ensuite, si je n'ai pas, je ne suis pas remise en mouvement, ni en mouvement tout court, évidemment, ça peut être des personnes relais qui peuvent être des bonnes personnes, des amis, un psy, un médecin, un coach, etc., qui sont des personnes qui vont me permettre, grâce à leur regard, de me sentir sujet de ma vie et pas objet de l'histoire des autres. Je suis sujet. Dans le respect, dans la prise en considération, dans la patience, dans zéro morale, zéro tout ça. Alors, je reviens. Donc, j'ai trouvé dans certains livres ce qu'on appelle les 7 qualités fondamentales. J'en ai rajouté d'autres. Alors, les 7 qualités des personnes résilientes. Alors, vous allez voir, je vais mettre un petit bémol à ça, mais vous ne serez pas étonnés. Capacité à identifier les problèmes et à chercher des solutions pour soi et pour les autres. Ce que je souligne, c'est pour les autres. Parce que vous voyez bien que ça, c'est ce qui va faire la différence avec les personnes en transformation. C'est que ces personnes vont, pour pouvoir survivre, beaucoup transformer des expériences en problèmes à traiter au lieu de les voir comme des expériences à traverser. C'est plus facile. C'est une chose, la capacité à identifier les problèmes et à chercher des solutions pour soi et aussi pour les autres. Est-ce que vous entendez bien ma fixette régulièrement sur la vie n'est pas un problème, la vie ce sont d'abord des expériences. Et ces personnes-là, elles ont davantage, on peut le deviner, plus de bénéfices à régler des problèmes qu'à vivre des émotions qui les renverraient à des choses dramatiques. Donc, il y a à la fois cette capacité et cette générosité, mais aussi la limite. Deuxièmement, grande indépendance, même de l'autonomie, et capacité à établir des limites, c'est-à-dire les poser et les faire respecter. Mais capacité à respecter les limites des autres. Donc on a fait le deuil de la toute-puissance, on a fait le deuil du côté sans limite. Et ça, c'est vraiment un trait de caractère important. Ça a à voir avec la perception de leur vulnérabilité et du souci d'en prendre soin. Troisièmement, capacité à choisir des partenaires en bonne santé mentale. C'est là que ça se distingue aussi du promoteur. Ce sont des personnes là qui vont choisir les bonnes personnes, qui ont cet instinct, cette intuition dont vous parliez tout à l'heure aussi. Le quatrièmement, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, initiative permettant de se maîtriser, de maîtriser l'environnement en y trouvant du plaisir. Donc c'est très différent aussi du promoteur. Donc j'aurais dit initiative permettant de se maîtriser, de maîtriser l'expression de ce qui se passe pour soi et de maîtriser l'environnement. Et j'insiste sur le mot maîtriser. On n'est pas du côté du contrôle qui est la particularité du promoteur. Maîtriser l'environnement, ça veut dire quoi? Ce qui se passe autour, les réunions, quelque chose du travail, des engagements, du principe de réalité. Tu vois, principe de réalité. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du promoteur. Capacité de maîtriser, se maîtriser soi-même et maîtriser son environnement en y trouvant du plaisir. Ouais, n'oubliez pas le mot plaisir. Cinquièmement, créativité qui permet de trouver refuge dans un monde imaginaire. Ce que n'a pas le promoteur non plus. Il est dans le passage à l'acte, le promoteur. Alors que là, ce sont des personnes qui ont le réconfort d'avoir un jardin personnel. C'est-à-dire que... Un monde imaginaire. Ce qui les a sauvés dans une première étape. Mais du coup, le promoteur n'est pas tout le temps avec ce passage à l'acte. Il y a des moments où il peut être dans l'imaginaire. Non, il va être dans autre chose, mais il est peu dans l'imaginaire. Moins que le résilient. Parce que ça le menace, on est encore dans l'expérience. Ça le menace moins d'être dans l'action, dans le passage à l'acte. Et encore une fois, le monde imaginaire, il n'y a pas un risque de basculer dans l'idéalisation. Non, c'est autre chose. C'est se raconter des histoires encore là. C'est l'enfant qui, pour supporter l'école, va évidemment se raconter des histoires, dessiner dans la marge et se faire une vie imaginaire. Non. Mais après, c'est de se fixer là-dedans. Non, je ne crois pas à ça. Je crois que ça, c'est la... Non, ça, c'est la peur des personnes autour de nous. D'accord.
il y avait pas, enfin, je sais plus si j'avais entendu quelque chose comme ce qui nous a sauvé la vie à un moment. Ah, mais, ça, mais pour tout, mais pas seulement pour le rêve. Au contraire d'ailleurs. Je pense que nous pouvons effectivement continuer à trouver dans le rêve, dans la vie imaginaire, quelque chose qui nous permet de supporter les limites de la vie réelle. Puisque là, la personne témoin peut aussi faire le lien, la personne témoin, pour oui, très juste. légitimer le rêve. Sixièmement, capacité d'exprimer positivement ses émotions. J'ai pas dit des émotions positives, Oui, mais de façon, je veux dire, en prenant la responsabilité. oui, c'est ça. Et qui, de façon, quand je dis partager, c'est être dans célébrer quelque chose. Ah oui. C'est ça. Et septièmement, humour pour déceler le comique dans le tragique. D'où un certain nombre de comiques qui font des shows, hein, qui ont ce talent pour faire rire, non pas d'eux, mais avec eux. Comme au clic-clac verbal ici. Comme en clic-clac verbal, exactement. Donc je distingue bien, pour ce qui me concerne, gestion du stress et résilience. Hein, on n'est pas dans la même chose. Gestion du stress, on est d'abord centré sur quelque chose d'un aménagement de la réalité, sans forcément que ça réveille des vieilles blessures ou un vieux trauma. Donc c'est dans la dynamique, la troisième dynamique, donc après manquer, perdre, qui a changé, et changer suppose remaniement permanent, suppléance aussi, acquisition nouvelle, et c'est là que la résilience joue son rôle de permettre l'avance sur la route. On peut voir aussi, ça j'aurais pu le dire en introduction, la résilience comme un des mécanismes de défense pour éviter effectivement d'être rattrapé par ces monstres. Mais ce qui est important, et c'est ça en fait, si j'avais qu'une chose à dire à propos de la résilience, ce serait ça, que trop de confort dans la vie de ces personnes peuvent provoquer effectivement le retour des monstres. Ce sont des personnes qui ont quelquefois une vie exigeante, comme j'aime bien dire, qui ne vont pas sur la plage, et que quelquefois on pourrait, sous prétexte de morale laïque, etc., les inviter à avoir une vie plus douce, plus tranquille, plus pépère, plus ronron, plus patapon, et que ça c'est vraiment un grand danger pour ces personnes, qui ont à être effectivement en flux tendu, qui ont à être nourries par des exigences, par des missions à accomplir, et sinon, effectivement, c'est ce qu'on a vu pour certaines personnes dont la résilience était avérée, eh bien, se remettre en contact avec une grande vulnérabilité au moment où les choses, enfin je pourrais dire où ces personnes étaient moins sollicitées, moins mobilisées dans quelque chose qui les dépasse. Là, ça fait référence effectivement à l'avant-dernière conférence sur l'ambition, où leur ambition n'est pas nourrie par quelque chose de leur altruisme et de leur volonté de venir en aide aux autres. Est-ce que vous l'entendez bien ça? Donc pas question de dire maintenant tu vas te reposer. Non, non, non. Mais avec le danger, s'il y a mauvais dosage, du défi. C'est ça. Mais il y a moins de danger dans le défi que dans le contraire. Moins de danger, même au sens mortel. C'est que, oui, bien sûr. Voilà, on voit quand même ces personnes comme des Primo Levi, comme des Bruno Bettelheim, on arrivait à se suicider, alors qu'on les croyait incassables et invulnérables. Non, ça reste cette chose-là qui suppose du clivage et qui suppose de ne pas céder aux pressions pour du confort. Étant donné que le confort, c'est le contraire de la santé. Bon, le danger, ça pourrait être l'isolement. L'isolement aussi. Mais le manque de sollicitation, surtout. Le manque d'ambition à faire quelque chose. Je vois quand je m'ennuie au travail, c'est vrai que c'est terrible. Hein. Je préfère même à la limite faire du ménage, n'importe quoi. Oui, c'est ce qu'on voyait le mois dernier sur burn-out et bore-out. Oui. Donc, on a des preuves de résilience, on a des coefficients de résilience. À la rigueur, je peux parler de coefficients de résilience. Il y a des personnes qui sont mieux équipées pour faire preuve de résilience. Parce que là, la personne que vous décrivez avec ces 7 caractéristiques, c'est vraiment Wonder Person. Non, je dirais pas ça du tout. Non.
Non. hyper équilibré. Non, justement pas. Non. Il n'est pas dans la dépendance. Non. Parce qu'on vient de voir, Non. en fait, il était Il est sur la défensive. C'est pour ça que je dis bien, c'est un mécanisme de défense. Dans le mécanisme, il y a du déni, il y a du clivage, il y a de l'humour, il y a du... Voilà. Mais non. C'est la différence que je fais quand je parle de notre relation aux violences que nous avons subies, et avec les 5 options. Il y a les nier, les répéter, les réparer, les traiter, voilà, les dépasser pour transformer ce qui s'est passé, ou la résilience. Et ce sont 5 façons de différentes. Quand je transforme, je peux considérer effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est réorganisé, et il y a encore quelques rustines peut-être, mais il y a des bons pansements. Alors que la résilience, c'est arriver à l'équivalent de la transformation, cette capacité d'ouverture et de mobilisation, sans avoir forcément pris le temps de dire maman bobo. Non, vraiment, je ne suis pas dans cette idéalisation de la personne résiliente. Je suis, moi, dans l'admiration de cette générosité et de cette façon d'être tout le temps en lien, en relation, avec des projets, avec des personnes, voilà, plutôt que dans le marasme d'une histoire passée. Et moi, je vois toutes ces personnes qui sont revenues des camps aussi, qui ont eu cette mobilisation-là. Avec le prix je aussi, pensais le prix à payer, qui est aussi de ne pas entendre chez l'autre sa faille. Bien sûr, bien sûr. Je pensais aux soldats américains Oui. qui restent quand même avec des traumatismes, qui ont du mal à... Il y a ceux qui ne redémarrent pas, puis il y a ceux qui créent des associations pour permettre à ceux qui reviennent de pouvoir avoir un lieu justement de réparation. C'était quoi ce film Oui, j'arrive pas à retrouver le nom. Et que j'ai, c'était un film sur les Américains. Ils avaient créé un lieu de thérapie. Mais je vais retrouver parce que je l'avais acheté. Est-ce que ça s'acquiert la résilience? Grâce, effectivement, à un travail personnel, à une construction. Oui, cette capacité à dépasser les traumas. Oui, heureusement. C'est pas que dans le caractère. Ah non, alors il y a 3 sauts, j'y arrive dans 2 minutes. Moi j'aurais juste besoin avant de d'avoir un point de clarté entre pionnier et résilient, parce que comme c'est la première fois que j'entends pionnier dans ta bouche, et que parce que j'ai pas fait de différence. Non mais j'ai pas parlé de pionnier moi. Promoteur, pardon. Ah, d'accord. Ah oui, promoteur, est-ce que pour moi promoteur ça fait appel au process-com? Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Oui, d'accord. Ça. Parce qu'on parle pas de résilient dans le process-com. Non, parce que la résilience peut être partout. Bon, mais simplement, le promoteur peut donner des illusions de résilience alors que lui est dans autre chose. Mais il peut être aussi résilient. Je connais des promoteurs qui sont résilients, capables de résilience, je veux dire, pour éviter l'adjectif comme ça. Et là. Pour moi, le résilient, Barbara, c'est le contraire de l'enfant gâté, qui considère qu'on lui doit. Le résilient, on ne lui doit rien. Il a fait le deuil du dû. Et il est là, il sait que son salut passe par lui et par sa capacité à cliver, serrer les dents et à avancer. Voilà. Serrer les dents on est loin de la victimisation. En effet. On est loin de la victimisation. Oui, c'est ça. C'est le contraire de la victimisation. Est-ce que le résilient, du coup, il va passer à un moment donné, est-ce qu'il va en avoir un bénéfice de passer par Allô Maman Bobo? Oui, bien sûr. Mais dans ce cas, je peux dire que dans les supervisions, j'ai tout un chapitre où j'ai fait un tableau où accueillir un résilient, c'est une dynamique particulière. On ne l'accueille pas comme quelqu'un qui a été cabossé, mais le résilient, ça suppose une pratique différente, très différente, avec des précautions. Mais ce que je ne comprends pas, c'est accueillir un résilient et accueillir une personne cabossée. Enfin, de toute façon, l'objectif, c'est toujours que la personne devienne résiliente. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non. Pourquoi c'est pas toujours. Tant mieux. Enfin, non, mais moi j'ai absolument pas ce projet. Qu'elle puisse dépasser un traumatisme, oui, sans doute, mais ça ne veut pas dire qu'elle va en faire un outil pour l'avenir. Non, c'est autre chose, ça. C'est la transformation, c'est ce que vous voyez peut-être la différence entre la transformation et la résilience. Et puis comme il y a on n'est pas transformé soi-même quand on n'est que dans la résilience. C'est ça. On reste sur un comportement clivé. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. Il
y a un côté exigeant aussi. Très. Protéger, Très. Oui. Pratique, Le déni. Je voulais juste dire que là, on parle d'adaptation, je suis répondeur, d'adaptation, et que ça répondra peut-être aussi à ta question, Marc. Je voyais que notre potentiel d'adaptation, nos ressources d'adaptation, je les voyais avec 3 sources. La source innée, qui est le patrimoine génétique. C'est vrai que pour avoir soigné beaucoup de bébés, il y a des bébés qui supportent la frustration et d'autres pas du tout. Mais c'est au bout de quelques heures de vie. Il y en a qui supportent d'attendre et d'autres pas. Donc il y a ce côté inné personnel qui a à voir avec de la biologie et notamment dans la capacité à supporter la frustration. Bon. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le donné, circonstanciel. C'est la culture, et là je fais référence bien sûr à Alice Miller avec tout ce qu'elle dit sur tout ce qui s'est transmis comme ça de modèles dans la culture. Donc quels sont les modèles que j'ai eus dans le temps, et puis ensuite ma culture, ma religion, etc. Bon, ma culture bien plus globale que ça et dans l'espace. Et puis ensuite, il y a la source relationnelle. Dans l'éducation aussi, les réseaux, l'appartenance. Là, on va retrouver toute la littérature de Bowlby et de Georges Kohlreiser sur l'attachement et l'appartenance. Donc le soutien, l'aide, le tiers aussi, et tous ce que Cyrulnik appelle les tuteurs aussi de résilience. Là, c'est tout ce réseau qui peut avoir été très fort ou au contraire avoir été en déficit. Est-ce que ça éclaire un petit peu pour toi? Pas trop encore. J'y reviendrai sur la question que tu as posée. De tout ce temps-là, mais je le ferai. Ce qu'on voit comme trait, alors ça c'est un Jacques Lecomte que j'avais sollicité par rapport à tout ce qui a à voir avec la résilience. Et il parlait d'une maturité précoce, la capacité à relativiser aussi les problèmes quotidiens. C'est pas quelqu'un qui va se noyer dans un petit chat, et heureusement. C'est quelqu'un qui adapte des positions très tranchées aussi. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il pense, voilà. Ça pourrait se passer pour autoritaire? Oui, oui. Et autre chose que j'ai bien aimé trouver chez cet auteur, sentiment, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir beaucoup de chance, ou bien pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui dit, moi j'ai eu beaucoup de chance. Il a tout qu'à bosser, il a eu le moment, il dit, ah mais moi j'en ai échappé. Voilà. J'ai l'impression que c'est ce qu'on dit avant de venir ici. Je me trouve dans plein de choses. Un immense, intense appétit de vivre, quelquefois donc un souci, une injonction de perfection avec des excès. Et puis ce que j'ai dit, humour, et aussi quelque chose qui n'apparaissait pas dans les 7 d'avant, questionnement permanent. C'est quelqu'un qui n'a jamais fini de poser des questions et qui supporte de ne pas trouver les réponses. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas les réponses qu'il va arrêter de poser les questions. Il faudrait que je lui dise à mon moniteur de conduite. En fait, c'est ça, voilà. Voilà, j'ai fini là. Ça c'est qui Jacques Lecomte. Jacques Lecomte, il y a un livre en particulier Tu vas trouver sur Google. Et voilà, et le mot sur lequel je n'ai pas encore insisté, c'est acceptation de sa vulnérabilité. Ok, je vous remercie de votre attention.